le cadre de l'émission Afrique, la parole essentielle, nous avons aujourd'hui avec nous M. Aziz Salmon Fall qui va nous parler du Sénégal. Alors bonjour M. Fall. Merci de m'avoir à cette émission. La première question va être 66 ans après l'indépendance du Sénégal, dans la mouvance de la sous-région de sortir du néocolonialisme, qu'en est-il en fait au Sénégal aujourd'hui? Je crois qu'il y a quand même un très grand progrès, puisque toute la sous-région, actuellement, essaye de sortir du mode néocolonial de croissance. C'est un système dans lequel nous avons été insérés par des indépendances relativement négociées, à l'exception de la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. La plupart ont plutôt accepté les termes, à la fois au niveau de la relation avec l'ancienne métropole, la France, les termes des accords de défense, la question de la monnaie et un certain nombre de dispositifs institutionnels d'ordre constitutionnel qui les a enfermés dans la reproduction de ce mode néocolonial de croissance, qui lui-même, pour ses propres contradictions, est arrivé à son terme, a été épuisé, notamment par le néolibéralisme, l'ouverture des marchés, par le fait que les gauches, qui étaient quand même à l'origine des discours souverainistes et indépendantistes, se sont elles aussi épuisées, et aussi par une série de coups d'État à caractère militaire, qui parfois, sous des accents populistes, souverainistes, nationalistes, ont périodiquement essayé de perturber cet ordre néocolonial. Je pense que l'épisode le plus concret, c'est la révolution sankariste. Et donc, lorsqu'on arrive dans cette nouvelle configuration de l'unipolarité mondiale qui est en crise, certains pays africains de la sous-région ont expérimenté une relation de rupture, en tout cas une certaine transition de rupture avec la France, notamment les pays qui se déclarent de l'AES. Et dans le cas du Sénégal, sans être nécessairement dans des régimes militaires, on a vu une alternance politique permettre cette perspective, en tout cas, d'une sortie néocoloniale. Et il y a des gestes significatifs qui ont été posés. Le problème, c'est que le pays est piégé dans une ancienne division internationale du travail, dans laquelle il n'arrive pas à sortir, piégé aussi par sa classe politique, mais piégé par le modèle économique de type mercantiliste qui a suivi la poursuite des ajustements structurels. Donc c'est une situation extrêmement complexe, avec un taux démographique important, une économie qui a un taux de croissance quand même intéressant, des ressources, et je dirais un horizon ouvert pour des grandes transformations. Donc il y a eu beaucoup d'espoir suscité par l'alternance qui vient d'arriver depuis 2 ans, mais le pays est piégé dans une crise de la dette, une crise du système politique, une crise socio-économique profonde et une crise de la classe politique et de l'arène politique. Donc, si je comprends bien, il s'agit d'une crise. Est-ce que c'est bien ça, la perception pour la plateforme progressiste panafricaniste? Alors pour nous, nous avions déjà vu venir ces éléments-là et nous avions proposé un projet de société, d'abord à l'endroit de ce qu'on appelle la gauche panafricaine de la sous-région et celle du Sénégal. Ce projet s'appelle Sénégal, Sénégalité. Je crois qu'il a séduit certains candidats à la présidentielle qui, effectivement, au nombre de 6, avaient considéré qu'ils pouvaient l'utiliser pour leur propre programme. Hélas, ils n'ont pas pu compétir. Nous l'avons aussi proposé au parti qui est actuellement au pouvoir, du moins en tout cas dans sa frange de gauche, en essayant justement de se prémunir de cette crise qui était en train d'arriver, en disant il faut infléchir, puisque nous avons cette conjoncture, il faut infléchir le pays vers un autre destin, vers une autre trajectoire progressiste. Alors c'est un peu ça l'équation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, je dirais, dans une certaine mesure, une utilisation de certains de nos propres outils. Je pense à l'autoroute de l'eau, par exemple, qui est assez calquée sur notre maîtrise de l'eau. Le régime en place lui-même a su emprunter des slogans à d'autres formations politiques, par exemple Jubal Jubanti, qui est en fait un slogan de Tahotem, mon parent et ami Ibrahim Fall, et n'ont pas été cités dans cela. Mais en tout cas, tous les éléments qui prédisposaient à cette crise, on avait quand même relativement éveillé
les autorités en place sur l'imminence de leur surgissement, mais peut-être attelés à la gestion du cas extrêmement difficile dans lequel ils étaient, c'est-à-dire le contentieux électoral, mais aussi la situation très difficile laissée par le régime précédent. Et donc, je pense que la première année, ils se sont occupés à faire l'audit, la compréhension de ce qui se passait. Dans la deuxième année, ils se sont retrouvés pris dans ce que j'appellerais, pour simplifier, la gestion de l'enlisement. Et je trouve qu'ils ont relativement bien fait, dans la mesure où ils ont essayé de lutter sur la question de l'inflation, ils ont essayé de montrer l'audit sur la question de la dette, et ça a été évidemment un couteau à double tranchant. Ils ont tenté de renégocier les contrats miniers, gaziers, pétroliers et des contrats de pêche. Tout cela, on va peut-être y revenir, mais en tout cas, ça a été des amorces d'une certaine perspective qui donnaient à la fois à leur discours électoral, mais aussi aux attentes de la population. Mais comme on est en gestion de crise et que nous avons une dette abyssale, le problème de liquidité de ce pays, qui est un pays mercantiliste, a fait qu'en réalité, ils n'ont pas pu faire de grandes transformations, même s'ils prétendent être dans un processus révolutionnaire. Alors, si je comprends bien, ce qu'on est en train de vivre actuellement au Sénégal, si on regarde du côté de la gauche, que c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, c'était quoi les trajectoires de la gauche, si on parle du SOPI de Wade à Macky? Comment ce qui se passe aujourd'hui est comme une résultante de cette trajectoire? Alors, vous me permettrez d'expliquer en fait, à partir de notre perspective, ça va peut-être fâcher certains de nos camarades, mais on perçoit les choses à partir de nos angles. Donc, pour nous, nous avions, à l'époque du président Abdou Diouf, considéré que l'impasse des ajustements structurels dans lequel le pays a été plongé, le Sénégal est le premier pays à avoir fait les ajustements structurels en Afrique, était un piège par lequel il fallait absolument sortir par la gauche. Les formations de gauche, assez hétéroclites et souvent en zizanie, ne s'entendaient pas, mais en tout cas s'entendaient pour finir ce régime. Et nous avions ce qu'on avait appelé à l'époque la CA 2000, FAL, qui était une coalition de tous ceux qui voulaient en faire tomber le régime de Abdou Diouf. Donc il y avait la gauche, avec ses différentes formations, mais il y avait aussi le Parti libéral, qui était extrêmement populaire et dont le leader était à l'étranger. Nous avions formé une concertation et moi-même, j'étais en charge de la rédaction d'un document qui était le Manifeste pour un Sénégal nouveau, qui serait la synthèse des moutures de toutes les formations qui étaient en train de faire ce travail. Mais vu l'urgence électorale, ça a été abandonné et ces leaders de gauche, pour la plupart, sont allés voir Wade en Europe et lui ont demandé de venir et il est revenu. Comme vous le savez, le réalisateur de cette émission lui-même a eu la possibilité à l'époque d'avoir des images inédites de ces tournées-là du président Wade. C'était la période du SOPI. Donc, une partie de la gauche va permettre l'élection de Wade, qui va rester en selle, qui va, je crois, avoir fait au moins 8 remaniements ministériels, et qui va se débarrasser plus ou moins de ses alliés, ou qui va réussir à les coopter dans un processus de projet de société qui, d'après moi, était assez vague, qui a permis une embellie financière du pays, du mercantilisme à grande échelle, du clientélisme, presque un État patrimonial qu'il va diriger au point de vouloir tripatuer la Constitution. Et ça va l'amener à la défection d'une frange de sa portion libérale. Et c'est comme ça que Macky Sall surgit sur les décombres du système du PDS, donc de Wade. Et lui-même n'arrive que parce qu'un deuxième processus a eu lieu. Donc nous avions refusé dans ce premier processus de participer à cela. Donc nous sommes retirés, mon camarade Diomaye Faye et moi, et nous avons lancé un appel pour le mouvement des assises de la gauche. Et à l'époque, 80 partis politiques l'avaient signé. Mais la peur que ces partis politiques avaient, pour certains, surtout de la gauche dite révolutionnaire marxiste, c'était que les formations de gauche, notamment le PS, l'ancien parti au pouvoir, et l'AFP, une de ses excroissances, étant plus puissante, allait littéralement phagocyter le processus. Et donc, mon idée qui était qu'il fallait aller à des pré-assises et des assises a été abandonnée au profit de ce qu'on a appelé les rencontres de la gauche historique. Et on a confié cela à deux dirigeants plus ou moins apolitiques et intègres, Mazin Ndiaye, qui est décédé il n'y a pas si longtemps,
et Kumbando Fendiouf, un camarade de l'université, pour organiser ces rencontres avec ces partis. Mais ces partis ne se sont pas entendus, et ceux qui étaient restés en marge ont dit qu'il fallait en fait qu'on aille plutôt à des assises nationales et plutôt que les assises de la gauche. C'est comme ça qu'il y a eu les assises nationales, qui ont été vraiment une armature constitutionnelle, institutionnelle remarquable de plan de gouvernance du pays. Et le petit noyau qui, lui, s'était réuni au niveau de la gauche historique, mais qui n'avait pas véritablement fait l'effort vers les assises de la gauche, va devenir ce qu'on va appeler Benno. Et c'est ce Benno qui va assister Macky Sall pour son intronisation comme chef d'État. Donc, à 2 reprises, c'est des partis de gauche qui ont contribué à l'avènement de libéraux au pouvoir. Vous me diriez, c'est l'ère du temps, on était dans une période néolibérale, il y a un vent, donc le réalisme politique voudrait que du fait des politiques d'ajustement, du fait des PPTE, de toutes ces politiques que la Banque mondiale et le Fonds monétaire nous imposent, ce sont des coalitions qui arrivent au pouvoir et dans les 2 cas, ce sont des coalitions qui sont arrivées. Alors ces coalitions sont arrivées à leur épuisement dans le régime de Macky Sall, qui effectivement a réalisé de grandes choses dans le pays, mais qui lui aussi s'est endetté colossalement, n'a pas pu traduire le projet de redistribution qui aurait pu permettre d'égaliser les chances. Et donc, pour nous, de la gauche, nous savions pertinemment qu'il fallait renverser ce régime-là. Mais le problème, c'est que les formations de gauche étaient déjà anémiées, cooptées, fragmentées. Et lorsque lui fait miroiter la perspective qu'il veut se faire réélire alors que la Constitution ne l'autorise pas, ça crée une fronde. Et donc, sur les marges de cette gauche, surgit un parti qui est constitué d'un petit noyau de fiscalistes, d'inspecteurs du Trésor, des gens de probité qui ont un avantage plus fort que nous tous réunis parce qu'ils connaissent les fortunes du pays, ils savent celles qui sont intègres et ceux qui sont plutôt, on dirait en tout cas malveillantes ou qui auraient des formes d'enrichissement illicite. Donc ils ont une idée de la nature des richesses qu'il y a au Sénégal et donc une capacité redoutable de pouvoir en fait toucher du doigt tous les circuits, que ce soit des circuits étatiques, des circuits maraboutiques ou des circuits étrangers. Ce que la plupart des partis politiques qui n'ont presque plus d'ossature n'avaient pas. Donc du coup, les 2 épisodes libéraux se sont fait déborder par ce parti qui n'en était pas encore un, mais qui finalement se constitue comme tel grâce aux réseaux sociaux, grâce aux diasporas, grâce à tous les gens qui sont en fait découragés des 2 épisodes libéraux de Wade et de Macky Sall. Et donc, il se crée, disons, un capital de sympathie incarné par un leader charismatique, littéralement messianique, qui est Ousmane Sonko, qui en fait incarne un projet qu'il vend aux Sénégalais sans qu'on l'ait vu, mais le simple fait qu'il dit qu'il avait un projet signifie, pour la plupart des gens, sa perspective de réalisation. Et dans un paysage politique avec beaucoup de gens corrompus, et avec une jeunesse qui croit plus aux formes de politique existantes, qui voit une désaffection du politique, qui sont dépolitisés, ce nouveau courant est absolument rafraîchissant et ça met un terme à l'épisode libéral que je viens de vous décrire, avec l'assistance d'une portion de la gauche. Il reste donc quelques éléments épars de la gauche qui n'auront pas participé à ces 2 épisodes libéraux et ils sont restés marginalisés ou évidés de leur substance. Donc, si je comprends bien, quand on regarde les trajectoires de la gauche, du Sopi de Wade à Macky et au gouvernement actuel, en fait, on pourrait dire que la gauche est quasiment dépassée ou même effacée par ce nouveau courant qui, en fait, dans le cadre, au niveau du discours et même dans le cadre du projet actuel qu'il apporte, dit s'inscrire dans une révolution souverainiste, panafricaniste. Est-ce que, selon vous, cette proposition avancée par le gouvernement actuel est totalement vraie? Qu'est-ce qui se passe Alors à c'est ce ça, niveau-là? c'est la grande difficulté, voyez-vous. La grande difficulté est de connaître la véracité de ce discours. Moi, je pense qu'ils en ont eu l'intention. D'une part parce qu'il s'agit de la génération qui nous suit, donc ils ont su utiliser les échelles révolutionnaires qui existaient. Donc en tout cas, ils vont emprunter les discours révolutionnaires, les mêmes auxquels nous nous sommes abreuvés, que ce soit Cabral, Fanon, Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, etc. Donc les référents emblématiques, le discours
nationaliste mais ouvert sur le panafricanisme, le discours souverainiste, l'anti-impérialisme, en fait, toutes les choses auxquelles nous avons toujours cru et pour lesquelles nous avons lutté. Donc c'est clair que lorsque des jeunes, même qui se déclarent ni de gauche ni de droite, mais d'une sorte d'avant-garde, s'emparent de ça, nous ne pouvons qu'être contents. Donc ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de nos forces ont, je ne dirais pas transhumé, mais spontanément joint le PASTEF avec une conviction qu'ils allaient vers la révolution. Bon, maintenant, vous savez, la grille de la révolution, c'est une grille complexe. Pour nous, c'est un changement des rapports de production, c'est une véritable rupture avec le système précédent. Nous n'avons pas encore cela. Alors, c'est au niveau incantatoire, au niveau de la formulation, c'est clair que c'est là. Il y a eu quand même des gestes significatifs qui ont été posés. Je crois qu'une certaine rupture avec avec l'Hexagone est flagrante, l'ancienne métropole. Au niveau des forces de défense et de sécurité, une plus grande autonomie. Nous avons quand même un conflit au sud du pays qu'on a su résorber. La grande question, c'est est-ce qu'on est vraiment dans un processus révolutionnaire? Donc le Premier ministre est affublé du titre de gardien de la Révolution. Les partisans les plus convaincus sont plutôt dans le mode charismatique, c'est-à-dire que, bon, pour ceux qui connaissent un peu la sociologie véritablement, effectivement, le leader charismatique incarne une sorte d'aura qui lui est reconnue dans un pays où le messianisme religieux est encore très fort. Donc on a des marabouts, donc il y a des gens qui le perçoivent comme pratiquement un saint, ou en tout cas quelqu'un d'au-dessus qui aurait cette aura, puisque Dieu l'aurait choisi, etc. Et comme il a connu des déboires qui sont des déboires sur des questions de mœurs, ensuite des questions judiciaires, et l'acharnement de l'ancien régime pour le confondre n'a fait que décupler ses capacités et donc la sympathie d'une grande frange de la jeunesse qui considère que son discours, de toute façon, est en phase avec le surgissement nécessaire de la fin de l'ère dans laquelle on est. On est au XXIe siècle, les choses doivent changer. Donc, il y a eu une conjoncture absolument favorable à ce régime. Je suis personnellement, par contre, convaincu que nous, en tout cas, notre voie demeure révolutionnaire. Et donc, si c'est une révolution, nous allons forcément nous croiser sur le même sentier, puisque notre projet de société demeure à caractère révolutionnaire. On peut se poser la question de pourquoi ils ne le fréquentent pas, comme eux-mêmes peuvent poser la question de pourquoi nous ne nous fréquentons pas davantage. Mais nous, en tout cas, nous leur avons offert notre projet de société au moment où ils n'avaient pas formulé le leur. Alors, j'aurais deux questions par rapport à ce que vous venez d'expliquer. En fait, le phénomène PASTEF peut-il être infléchi vers un populisme de gauche? Et une question qui est liée à cette question-là serait, en fait, votre proposition serait-il une solution face aux querelles au sommet de l'État actuellement qu'il y a dans... Oui, alors c'est vraiment deux questions séparées, absolument séparées, que je ne veux même pas traiter, vraiment je ne veux pas même les traiter ensemble parce que ça viendrait compliquer en fait le traitement. Ça rendrait plus complexe. Voilà, d'abord, au début, la question alors, c'est quelle est... à la question de... Quelle est la nature, voilà. Quelle est la nature de ce parti-là? Parce que c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. On est parti d'un noyau de jeunes inspecteurs du Trésor à la cooptation de pans entiers différents. On a ce qu'on appelle les Domoudara, donc des gens qui ont été instruits dans l'arabe de façon traditionnelle. On a des technocrates de l'État, on a des gens d'affaires, on a des gens en diaspora, on a des gens absolument fatigués et exaspérés de l'ancien régime. Donc on a une frange de la gauche qui a littéralement fondu, fusionné au sein de ce parti. Donc il s'agit vraiment d'une formation politique assez atypique, dont le dynamisme est absolument spectaculaire et qu'il faut saluer. Donc pour nous, c'est absolument intéressant. Maintenant, au niveau, et là par déformation professionnelle, comme politologue, j'essaie de le comprendre dans les termes dans lesquels nous sommes. Parce que lorsque vous rencontrez des gens qui vous disent on n'est ni de gauche ni de droite, ou que la démocratie c'est occidental, etc., et qu'on va faire la politique autrement, je reste toujours sceptique, car nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, dans un système monde sous le joug du mode de production capitaliste
et que pour en sortir, il est difficile d'en sortir à l'intérieur du capitalisme. Et donc pour moi, la lecture que font certains collègues, notamment Chantal Mouffe ou Ernest Laclos, c'est que le populisme lui-même, et ce n'est pas une insulte, parce que souvent ceux qui dénigrent ce modèle-là les traitent de populisme, en fait c'est des gens qui n'ont pas compris ce que c'était véritablement. Dans la lecture que font ces auteurs, et c'est quand même relativement rafraîchissant et intéressant, euh, c'est que ces formations politiques nouvelles qui répugnent à rester dans la doctrine marxiste-léniniste de départ, avec les grilles, avec les rapports de production, avec le rapport de classe, avec la structure de l'État, etc., et qui donc veut faire la politique autrement, en étant beaucoup plus proche des aspirations conjoncturelle des populations. Donc, si les populations sont religieuses, qu'elles soient culturalistes, obscurantistes, ou qu'elles soient tout simplement intéressées à d'autres éléments, ben, il faut se mettre au diapason de ces aspirations, parce qu'après tout, c'est bien le peuple. Et si on est là pour servir le peuple, la démocratie doit servir le peuple. Ça amène deux grands problèmes. Le premier, c'est effectivement, c'est quoi la démocratie, qui est effectivement un idéal vers lequel on tend, qui n'existe nulle part. Donc, toutes les sociétés essayent d'être démocratiques. Nous, et j'espère que nous aurons la chance d'y revenir, nous proposons des processus démocratiques différents. Mais une chose est sûre, c'est que la démocratie représentative occidentale ne peut pas traduire les aspirations de notre peuple telles qu'elle est actuellement. Donc, il faut trouver aussi d'autres modèles, recouvrer certains de nos modes de régulation, comme nous faisions aussi avant, pas par nostalgie, mais parce que culturellement, il faut adapter aussi les aspirations populaires au changement réel. Mais que ce soit pour les besoins essentiels des populations, manger, boire, une éducation à la santé, etc. Donc vous êtes obligé de faire des ruptures de redistribution. Pour soit l'économie réelle souveraine, il faut que vous rompiez le lien de dépendance avec l'extérieur. Pour le respect de l'écologie, il faut que vous fassiez certains rapports. Pour changer le rapport homme-femme, il faut que vous fassiez un certain nombre d'éléments. Donc, ça prend aussi une éducation quand même de la population. Absolument. Et donc, si une population au niveau civique, au niveau politique, n'a pas la capacité ou n'a pas vu l'urgence du développement dans lequel ils sont, vu l'état d'arriération que le système d'enseignement supérieur et d'éducation qui s'est effondré par les formes de privatisation, de libéralisation, d'abandon de l'État, donc vous n'avez plus véritablement cet État-nation qui est capable d'avoir un effet de reproduction de son peuple, d'accord, pour pouvoir le faire transformer. Donc, vous avez une élite qui vient prétendre tenir ce discours. Alors, on a plusieurs exemples. On a le mouvement Lavalas en Haïti, on a la France insoumise pour notre ancienne puissance métropole. On a des phénomènes comme ça qui sont intéressants à étudier, puisque les anciens partis de gauche sont toujours là, mais ces partis-là ont davantage de voix au chapitre. Et ces deux auteurs ont le mérite de dire, mais attention, si le populisme n'est pas infléchi vers la gauche, mais il peut aller vers la droite ou même l'extrême droite, il devient à ce moment extrêmement dangereux. Donc le modèle Maduro, par exemple, le modèle chaviste, qui est le socialisme du XXIe siècle, a été peut-être infléchi vers une forme de populisme de gauche sur le modèle Maduro, parce que vous avez des compromis de classe qui font que les alliances vous obligent à ouvrir et à laisser tomber les exigences extrêmement draconiennes de ce que la révolution socialiste impose. Donc, ces gens-là ne se sont jamais prononcés, en tout cas, en disant qu'ils vont faire une révolution socialiste. Ils disent panafricanisme, ils disent souverainisme, ils ne se reconnaissent pas de la gauche. Donc, nous avons parlé aux gens de la gauche chez eux. Et donc, je dis bien, je ne veux pas les étiqueter comme populistes, mais c'est la physionomie de ce qui se ressemble le plus. Et comme je l'ai dit, ces deux auteurs-là considèrent que ce n'est pas nécessairement péjoratif, surtout si ça tourne vers la gauche. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé parce que le néolibéralisme a créé ce sentier, non seulement de dépolitisation, mais a fragilisé les forces de gauche qui elles-mêmes se sont fait déborder sur leur flanc par des gens qui ont, je ne dirais pas évidé, mais pris leurs emblèmes, les choses sur lesquelles ils se reconnaissent, sans tout l'appareillage et sans toutes les technologies politiques qui pouvaient transformer vers le socialisme. Alors, ça m'amène à retourner un peu en arrière dans votre réponse antérieure. Vous avez parlé du fait que la population s'est emballée pour ce phénomène PASTEF sans savoir en fait c'était quoi au juste leur projet. Et on sait que bientôt il va y avoir un congrès du PASTEF.
Alors, dans ce congrès à venir, y aurait-il des perspectives pour la gauche, vous pensez, face à votre Oui. analyse et à votre constat de ce qui se passe actuellement? Alors ça, c'est la cuisine interne de ce parti. Le parti au pouvoir est fragilisé par une querelle au sommet. Au sommet de l'État, le chef de l'État et son Premier ministre, au début de façon feutrée, puis de façon de plus en plus évidente, montrent leur dissension. L'un a une coalition grâce à laquelle il est arrivé au pouvoir. L'autre a l'aura et la légitimité de son parti, qu'il a quand même fondé avec le président de la République. Ils nous ont vendu un ticket Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye, ce qui veut dire effectivement une sorte de Janus. Mais je ne sais pas si on va y revenir, mais en tout cas, la physionomie de l'État sénégalais prédispose ce genre de structure bicéphale à une crise réelle, puisque le système néocolonial de notre Constitution ne permet pas véritablement deux hommes forts à la tête de l'État, même s'ils sont amis. Et nous avons des cas légion, celui que je connais le mieux étant le cas Sankara Compaoré, dont je me suis occupé pendant une vingtaine d'années et qui montre effectivement que les zizanies peuvent être dangereuses. Alors ce congrès, il aura le mérite de, j'espère, mettre les pendules à l'heure, d'abord sur l'idéologie de ce parti, son orientation, leur propre réorganisation, et ça vraiment, je ne peux que les encourager là-dessus, et si possible, recréer cette unité, parce que le Sénégal ne peut carrément pas se permettre le luxe d'une zizanie au sommet de l'État, qui effraie non seulement les investisseurs, mais effraie la confiance totale de la population qui, elle, a voté pour ça. Il y a quand même 54% de personnes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 46% de personnes qui n'ont pas voté pour eux non plus, qui ont peut-être voté pour d'autres gens, et qui pour eux auraient ici l'illustration qu'ils ont bien fait de ne pas voter pour eux. Donc moi, vraiment, je leur souhaite qu'ils puissent consolider dans ce congrès leur ligne doctrinale, qu'elle soit enfin claire devant tout le monde. Effectivement, à l'époque, le projet de société, nous ne l'avions pas vu, nous l'avons demandé. À l'issue d'efforts de synthèse de leur cadre, ils ont accouché d'un programme qui est quand même l'agenda 2050. Mais la crise qu'on a évoquée au début de l'émission leur a imposé un plan de redressement qui n'a d'ailleurs pas été présenté en Assemblée nationale, mais que le Premier ministre nous a monté sous la forme d'un PowerPoint ainsi que des images pour satisfaire la curiosité de quelques personnes. Mais pour l'instant, ce plan de redressement qui nous sert littéralement de plan de gouvernement est probablement insuffisant pour réussir la grande transformation, mais c'est un plan de gestion de crise basé sur nos ressources endogènes. Et donc, ce projet qui est aujourd'hui le projet de PASTEF, nous le comparons au nôtre. Donc, nous avons en tout cas matière à pouvoir avoir des complémentarités et des chevauchements. Si ils poursuivent dans une voie révolutionnaire, comme je le dis, on se retrouve sur les mêmes sentiers. S'ils ne vont pas sur les voies révolutionnaires, hélas, à ce moment, la réalité historique départagera qui sont les révolutionnaires ou pas. Ce n'est pas en le proclamant, c'est dans les gestes pratiques. C'est la praxis qui vraiment fait la différence. C'est clair que c'est la praxis qui va permettre de savoir comment, c'est quelle est la nature de ce gouvernement en place. Ça m'amène à aller vers peut-être l'avenir. Quelles sont les perspectives pour la gauche et le panafricanisme qu'amènerait le projet Scène égale, Scène égalité? Alors nous savons que la situation politique internationale, mondiale, ne prédispose pas pour l'instant les forces de gauche. Nous avons au contraire une déferlante de forces culturalistes d'extrême droite. Elles ont des caractères religieux dans l'Afrique aujourd'hui. Ça peut être pas le djihadisme ou l'intégrisme religieux musulman, mais aussi les églises évangélistes et pentecôtistes ailleurs, qui ont une grande capacité de séduction et qui permettent d'utiliser les valeurs et les normes du dispositif occidental et oriental pour changer nos sociétés. Alors ça, c'est des choses qui ne sont pas plaisantes à dire, mais en fait, nous sommes aliénés culturellement par d'autres épistémés, d'autres façons de voir. Je ne le dis pas par africanisme, mais je le dis comme africain, c'est-à-dire que nous avons subi, dans l'espace arabo-musulman, 10 siècles d'imposition de d'autres valeurs qui font que nos africanités sont en train de changer. Maintenant, il ne s'agit pas d'essayer de les recouvrer de façon nostalgique, mais il s'agit de voir qu'est-ce qui caractérise notre africanité par rapport aux Occidentaux et aux Orientaux.
Et dans cette perspective, en les comprenant, comment on peut infléchir les valeurs de justice sociale, de transformation, d'égalité, en nous inspirant aussi de ces valeurs-là. Parce qu'il y a des aspects qui sont universalistes, que nous reconnaissons, la question de la liberté, la question de l'égalité, la fraternité, la sororité, ces éléments de solidarité qui sont tous liés les uns aux autres, pour nous, demeurent l'horizon. Nous le comprenons dans une perspective internationaliste, panafricaine. Or, l'ordre du monde ne veut pas aller vers cela. D'accord ? Nous avons un ordre plutocratique de type oligarchique qui est en train de se mettre en place, extrêmement brutal, qui peut recourir à la guerre, à tous les moyens illégitimes pour défaire l'architecture internationale du droit et pour rendre caduque ou impossible une autre voie, notamment progressiste. Donc, dans cette perspective-là, nous avons énoncé des éléments très simples sur lesquels la voie de sortie de crise montre que si nous les utilisons, nous pouvons résoudre une bonne partie de nos problèmes. D'abord, c'est vraiment cette question des égalités des droits humains, parce que les êtres humains dans nos pays n'ont pas les mêmes droits, en réalité. Certains disposent de ces droits, les autres sont laissés en rade, principalement nos paysanneries. La question de rééquilibrer le rapport homme-femme, qui pour nous est même en régression, de donner le plein pouvoir aux femmes par une égalité concrète, factuelle, d'égalité de chance, d'égalité d'accès à l'emploi, d'égalité d'accès au crédit et à la propriété, d'égalité en fait de toutes les possibilités de décision et d'exécution que le système actuel ne leur permet pas. Redresser l'équilibre aussi au niveau de la jeunesse, puisque là, véritablement, c'est la majorité de la population, et en termes d'équité et d'égalité, elles ont très peu voix au chapitre. Elles sont utilisées à des fins électoralistes, mais dans le changement social, les stratégies de plein emploi, les stratégies de formation ne configurent pas véritablement de sortie de crise par la jeunesse. Et rééquilibrer en aménagement du territoire la question des régions, puisque Dakar est une hypertrophie par rapport aux autres régions, donc ce rééquilibrage sont faits. Et tous ces éléments que je viens d'expliquer sont articulés véritablement sur une stratégie basée sur l'eau. C'est la maîtrise du problème hydrique qui va permettre de solutionner une grande partie de notre projet de développement, qui est un projet autocentré, compter sur nos propres forces, déconnecter du marché mondial tout ce qui nous impose une forme de soumission et compter sur nos propres forces dans une perspective régionale de péréquation, d'entraide, qui permettrait d'aller vers ce panafricanisme. Ça, c'est des choses que nous savons à notre portée. Et l'impérialisme, d'ailleurs, le sait très bien, puisqu'il a toujours combattu cela. Donc, d'un côté, le gouvernement tient un discours qui, au fond, s'apparente à ce que nous avons toujours dit. Et sur ce point-là, nous serons forcément des alliés. Mais on ne peut pas tenir un discours et faire le contraire. Et c'est pour ça que la question la plus épineuse aujourd'hui, c'est vraiment la question de la dette, la question de l'économie du pays. Et justement, c'était l'une des questions que j'allais revenir avec, parce que c'est une question qui est essentielle, non seulement pour le Sénégal, mais pour tous les pays du Grand Sud, si on peut dire. Donc, cette dette, quelle est l'impasse par rapport à ça et quelles sont les perspectives? Parce qu'on ne pourra pas développer un pays sans ressources financières. Donc, comment vous voyez cette question de la dette qui, en même temps, on est obligé de faire des prêts, mais en même temps, ça hypothèque le développement et les capacités de faire ce qu'on voudrait, parce que souvent, cette dette ne vient pas sans contrainte. Voilà, en fait, le terme de contrainte est probablement ce qui caractérise le plus la dette. Le système du modèle du capitalisme fonctionne par l'endettement et le surendettement pour ceux qui ont la capacité de la planche à billets, comme les États-Unis, ou qui imposent le colonialisme ou l'impérialisme par l'exportation de capitaux, l'investissement. Et ça, c'est démontré. Vous avez raison de le poser en termes de Sud global. C'est la caractéristique par laquelle le développement de ces pays sont enfermés dans ce chantage. Le Sénégal, comme je l'ai dit précédemment, a subi les plans d'ajustement. Donc, nous connaissons cette médecine. Il se trouve que le régime précédent a laissé une dette colossale qui est au-dessus de nos moyens. Une dette que certains disent cachée. C'est un cas de misreporting. En fait, c'est
une façon de comptabiliser des sociétés qui n'auraient dû être reconnues dans les chiffres comptables comme étant la dette réelle. Euh, Est-ce que c'est de l'argent frauduleux? Nous avons toujours dit qu'il fallait avoir un audit et que cet audit réel du pays permettrait de sortir la portion de la dette odieuse, car nous allons payer nos dettes. Par contre, les dettes que nous ne devons pas, nous n'allons pas les payer. Et le problème qu'il y a, c'est que nos balances de paiement et la nature de nos pays font qu'on a une très petite marge de manœuvre financière et qui leur permet ce chantage des conditionnalités. Le régime en place, par exemple, actuellement, a dû, de façon relativement opaque, sachant pertinemment que sur les places de marché, après que les maisons de cotation les rétrogradées, après que le FMI fasse la fine bouche sur des responsabilités qu'il avait sur cette dette dans les négociations, impose aussi un chantage, ce régime a été obligé d'aller chercher des liquidités sur des marchés qui sont en fait des marchés qui eux-mêmes sont des marchés obligataires très complexes dans lesquels nous gageons nos propres obligations pour contracter de l'argent qu'on va devoir rembourser sous peine de perdre ces mêmes obligations. Donc du coup, ces banques qui nous prêtent se retrouvent elles-mêmes devant les autres créanciers qui attendent aussi d'être remboursés. Alors nous espérons les rembourser en revisant les codes miniers, les codes gaziers, en allant chercher aussi les enrichissements illicites, en posant les véritables problèmes de recouvrer les sommes qui nous reviennent. Et pour cela, dès que vous le faites, quel que soit le régime, que vous soyez de gauche ou de droite, vous faites taper sur les doigts par les argentiers. Mais aujourd'hui, il faut renégocier avec le Club de Paris et le Club de Londres, mais en associant les autres créanciers, qu'ils soient chinois ou autres, dans un grand panier de négociations sur la nature de cette dette. Il faut un audit clair de la nature de cette dette. La portion odieuse ne sera pas payée. Il faut que le peuple soit prêt à défendre, que l'Assemblée nationale s'en en prenne. On ne peut pas non plus contracter des prêts sans que l'Assemblée nationale ne soit au courant. Ça, c'est des mesures d'opacité qui ne sont intolérables, mais qui peuvent être justifiées par l'urgence de la crise. Mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas la démarche que nous préconisons. Il y a une question de renégociation des marchés financiers. On peut aller contracter des prêts dans la sous-région. On peut même transformer certaines des créances en investissements, c'est-à-dire qu'on peut offrir des opportunités économiques et commerciales pour transiger avec ces fonds. Donc, cette question de la dette, elle est extrêmement complexe. Il n'y a pas une seule solution. Le régime actuellement est complètement acculé et il sait que les anciens qui étaient là au pouvoir, comme ceux qui veulent qu'ils échouent, veulent en fait qu'ils échouent sur la question de la dette. Et eux-mêmes doivent s'ouvrir à l'intelligence politique de ceux qui connaissent ce dossier pour accepter de renégocier les marges de manœuvre. Mais il est clair que les dictats du Fonds monétaire international ne sont pas acceptés, ne seront pas acceptés. Maintenant, dans ce rapport de force, les petits pays, s'ils ne sont pas groupés, pèsent très peu. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas réformer le Fonds monétaire international ni la Banque mondiale. C'est pour moi des organisations désuètes qu'il aurait fallu supprimer après 60 ans. Au contraire, au sortir de la Covid, on leur a donné davantage de pouvoir. Mais aujourd'hui, d'autres voies possibles de contracter des dettes et de faire des arrangements financiers sont possibles. Il y a une banque du BRICS qui est en train de se faire. Il y a la perspective d'une zone monétaire qui soit différente de celle du franc CFA dans laquelle nous sommes enchâssés, qu'il faut aussi envisager, y compris même la perspective d'une monnaie nationale, parce que lorsque vous battez votre propre monnaie, en fait, la plupart de vos denrées, de votre consommation, tant que vous n'importez pas en devise, vous n'avez pas de crise de dette. Donc, je salue vraiment les efforts de ceux qui résistent, mais là, c'est une grande concertation nationale. Il faut raison garder dans ce rapport de force, parce que le Sénégal est déjà un laboratoire sur cette question et il n'est pas question de sacrifier le développement du pays sur des enjeux de dette qui, à un moment justement, où même les portefeuilles, la titrisation, la façon par laquelle la finance se nourrit elle-même de capital, ils sont complètement repus. Eux, comme disait Thomas Sankara, si on paye la dette, eux, si on refuse de la payer, rien ne leur arrive, mais si nous la payons, nous mourrons. Donc nous devons avoir un moratoire, nous devons avoir véritablement une politique, surtout sur les enrichissements illicites. Il faut recouvrer les argents qui ont été frauduleusement pris. Et c'est un pays où les structures mercantiles, clientélistes, si on faisait les choses strictement, beaucoup d'argent pourrait être recouvré et revenu dans les caisses de l'État. Tout à fait. Cette question de dette, en fait, comme vous l'avez si bien dit, est non seulement complexe, mais elle est cruciale.
dans sa gestion a des impacts non seulement au niveau international, mais pour revenir au Sénégal, mais au niveau local. Parce que souvent, les contraintes dans la gestion vont avoir des conséquences réelles sur la vie des masses, des gens, de la population. Et dans votre projet Sénégal, Sénégalité, vous avez parlé de la repolitisation démocratique des masses hors du culturalisme et de la démagogie. Et ça, c'est une question importante parce que si les masses ne sont pas conscientes et ne sont pas repolitisées pour pouvoir accepter et comprendre certains changements, qu'il y aura peut-être des contraintes réelles. Et comment vous voyez la matérialisation de cette repolitisation? Alors, c'est probablement le plus grand chantier parce que aujourd'hui, et ce n'est pas seulement le cas du Sénégal, c'est que nous avons eu 3 décennies de dépolitisation, mais en même temps de communication politique et non pas de politique. Donc les médias sociaux, la cacophonie qui s'en empare, donnent l'illusion du fait politique, mais en fait, ce n'est pas la politique. Et donc, cette dépolitisation et le fait qu'il y a une communication en surenchère brouille la lisibilité du politique. Il faut repolitiser les gens en leur faisant découvrir les spectres différents de ce que supposent les projets de société. Il faut qu'ils redécouvrent le civisme. Il faut qu'ils comprennent le sens de la République. Or, ce que nous nous disons, c'est que le dispositif dans lequel nous sommes ne prédispose pas à cela, parce que c'est une constitution éculée, néocoloniale, qu'il faut absolument s'aborder. Et nous disons, nous devons aller vers une assemblée constituante, une démocratie substantive. Pour le faire, nous sommes même ouverts à un tirage au sort des citoyens pour créer une bonne portion de cette assemblée constituante qui va rédiger une constitution différente de celle qui est en cours et qu'on essaie de retoucher. Le régime actuel essaie de la retoucher. Et je crois que les problèmes que nous avons au sommet de l'État n'existeraient pas si nous avions une troisième république au Sénégal avec une assemblée constituante. Bien sûr, il faudra soumettre le texte au référendum, mais si tous les citoyens participent à l'élaboration du vivre ensemble, retouchent cette constitution, je crois que, en tout cas, la portion institutionnelle de notre développement sera réglée. Maintenant, l'autre volet, marcher sur les 2 jambes, c'est le changement socio-économique. Et pour cela, il faut aussi, et ça va peut-être fâcher, et je m'en excuse déjà d'avance, mais bien faire la différence entre la réalité à transformer et la croyance. La croyance n'a rien à voir avec cela. Ce n'est pas une question de religion. Dieu ne choisit pas tel pays ou un autre pays. Même si les gens le pensent, Dieu ne choisit pas un individu ou un autre individu. Mais nos croyances sont encore à ce niveau qu'il y aurait un Dieu qui déterminerait jusqu'au changement social et que c'est de lui dépend ce changement et que nous devons prier pour l'avoir. La leçon à retenir, c'est qu'il faut apprendre à compter sur nos propres forces. Comme dit l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera, ou alors, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans les 2 cas, qu'on soit religieux ou pas, la question ici, c'est sur la responsabilité et l'agentivité des individus. Nous sommes responsables d'essayer de nous sortir d'une condition dans laquelle nous sommes plongés depuis 5 et 6 siècles. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ce sont les conditions historiques que le capitalisme a imposées. Et nous pouvons, ces conditions matérielles d'existence, nous pouvons les changer. Nous pouvons les changer en ayant l'assurance de croire en nous-mêmes, croire en notre jeunesse, croire en nos femmes, croire en nos potentialités. Comprendre que ceux qui veulent l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources dont nous regorgeons, ne vont pas nous aider. Et que ceux qui veulent en fait que nous croyons à un déterminisme ou à un système qui téléguiderait le changement social, ils sont nombreux. Et c'est pour ça que vous avez plus de construction de mosquées et d'églises, parce que les gens sont obligés de se remettre à ces croyances, alors que le changement social, de l'eau potable, une bonne éducation, une bonne santé, être maître de nos ressources, c'est la sueur et le travail des gens et leur engagement politique, social, civique qui le permet. Dans tous les pays qui l'ont fait, c'était ça qui a permis le changement social.
Et donc, ça n'a rien à voir. Lorsque vous repolitisez, vous changez votre système éducatif. Vous créez un État fort, vous donnez des rôles clairs au secteur privé, vous donnez un rôle clair aux investissements étrangers, mais tout cela dans la perspective de votre propre souveraineté. Elle n'est pas déclarative, elle n'est pas incantatoire, elle se traduit par la responsabilité des gens qui veulent participer à cette transformation. Elle ne se fait pas du haut vers le bas. Elle est transversale, c'est du bas vers le haut. Les dirigeants sont révocables. Personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est messianique. Les choses se font en collégialité. Et ce n'est pas un monde d'hommes qui dirige, c'est un monde d'hommes et de femmes qui dirigent. À ce moment, vous avez les possibilités de transformation sociale. Et je suis conscient que beaucoup grincent des dents à entendre cela, mais ils savent pertinemment que c'est ça la vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Ce n'est qu'en faisant cela que ceux qui se sont sacrifiés pour nous, les Lumumba, les Sankara, les Cabral, les Fanon et tous les autres, nos ancêtres de l'avenir, qui ont tracé ce chemin, et ce n'est qu'en faisant cela qu'ils ne seront pas morts en vain, que nous allons pouvoir faire la transformation, apprendre des autres luttes, apprendre des luttes qui se passent en Haïti, des luttes qui se passent en Asie, des transformations de tout le système progressiste qui essaye de freiner la peste brune. Si nous ne faisons pas cela, malheureusement, ce qui est en train de se jouer, la multipolarité qui se joue, n'est pas un gage de sortie pour l'Afrique. Moi, je plaide pour une pluralité. C'est un combat différent qui dépasse l'ère de Bandung. C'est un autre type d'internationalisme, d'accord, dans lequel le panafricanisme est inscrit. Mais nous devons avoir un sud-sud global, avoir des technologies appropriées à nos rythmes, à une ère où l'intelligence artificielle et la façon par laquelle le capitalisme est en train de se redéployer ne voudra pas autre chose que nous garder dans la vieille division internationale du travail. Et c'est exactement cela que nous refusons. Et jusqu'à la dernière énergie, nous allons essayer de nous battre pour cela. C'est pour ça que nous appelons vraiment les forces progressistes, les forces de gauche, parce que la gauche existe, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'elle n'existe pas, de se ressaisir contre les forces de l'extrême droite, d'une part, de façon mondiale, mais de façon locale au Sénégal, de s'interposer contre les croyances religieuses rétrogrades, contre la misogynie, contre le sexisme et contre des démarches qui ne sont pas écologiques. Et c'est pour ça que, même en ne le mettant pas à jour et sans prétention, nous considérons que le projet de société que nous avons proposé est toujours à l'ordre du jour au Sénégal. Merci, M. Fall, pour cet éclairage vraiment sur le cas Sénégal qui, en fait, regarde dans toutes ses composantes, dans tous ses aspects, non seulement au niveau local, mais ancré dans la réalité actuelle, internationale, qui n'est pas simple non plus. Et bon, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous vouliez dire? Non, je vous remercie. Merci d'avoir pris la peine de poser ces questions. Bien sûr, on aurait pu aller peut-être davantage en profondeur, montrer des chiffres, mais je crois que nous invitons tout simplement les gens à reparcourir, mais nous invitons aussi à l'unité, parce que nous pensons que l'unité que nous avons est beaucoup plus grande que les éléments de division qu'on utilise. Merci, voilà. Merci M. Fall. On rappelle que c'est dans le cadre de l'émission Afrique, la parole essentielle, et on regardait le cas du Sénégal aujourd'hui. Merci beaucoup.